Je m'appelle Chloé, et voici l'histoire de ma vie qui a basculé, non pas une, mais 2 fois. Je suppose que je devrais commencer par le début. Je suis née de parents aimants, Mark et Lisa Smith, dans une petite ville de banlieue. Mon père était journaliste et ma mère infirmière. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Et la vie était plutôt normale jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 12 ans. C'est à ce moment-là que tout a changé. C'était un mardi soir pluvieux et mes parents rentraient d'un dîner en voiture. J'étais à la maison avec ma grand-mère, en train de regarder un dessin animé stupide, lorsque le téléphone a sonné. Je n'oublierai jamais le frisson qui m'a parcouru l'échine lorsque j'ai entendu les sanglots étouffés de ma grand-mère dans la cuisine. Les jours suivants ont été très flous. Maman est morte sur le coup, nous a-t-on dit. Papa a survécu, mais de justesse. Lorsque j'ai enfin pu le voir à l'hôpital, il n'était plus que la coquille de l'homme que je connaissais. Ses jambes étaient écrasées et les médecins ont dit qu'il ne marcherait plus jamais. Chloé, croassa-t-il en me tendant la main. Je suis tellement désolée, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Je ne comprenais pas pourquoi il s'excusait. Ce n'était pas de sa faute si un conducteur ivre avait foncé dans leur voiture. Mais en grandissant, j'ai compris qu'il était désolé pour ce que nos vies étaient devenues, pour les luttes que nous devions mener, pour la mère que j'avais perdue, pour le père qu'il pensait ne plus pouvoir être. Mais mon père, Mark Smith, était fait d'une étoffe plus solide qu'il ne le pensait. Une fois sorti de l'hôpital et installé dans son fauteuil roulant, il s'est lancé à corps perdu dans son travail. Il avait toujours été un écrivain talentueux, et maintenant il canalisait toute son énergie dans son travail de rédacteur en chef du principal journal de la ville. À l'adolescence, papa s'est assuré que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Il m'a encouragé à m'inscrire dans des clubs, à me faire des amis, à avoir une vie aussi normale que possible. Mais en réalité, je préférais passer du temps avec lui. Nous regardions de vieux films ensemble, nous discutions de livres et il m'aidait à faire mes devoirs. Quand est venu le temps de l'université, papa a insisté pour que j'aille à l'école. Tu as besoin de déployer tes ailes, petite, disait-il. Ne t'inquiète pas pour moi. Je me débrouillerai très bien. J'étais hésitant, mais je savais qu'il avait raison. J'y suis donc allé à l'université d'État, où je me suis spécialisée dans la comptabilité. C'est là que j'ai rencontré Jessica, qui allait devenir ma meilleure amie. Et par l'intermédiaire de Jessica, j'ai rencontré son petit cousin, Michael. Michael était gentil, drôle, et il n'a pas sourcillé quand je lui ai parlé de mon père. En fait, la première fois qu'il a rencontré mon père, ils se sont tout de suite entendus. Partageant le même amour du classique rock. Ton père est cool, m'a dit Michael plus tard. Tu es vraiment génial de t'être occupé de lui pendant toutes ces années. Je l'ai ignoré, mais à l'intérieur de moi, je rayonnais. Pour la première fois depuis l'accident, j'avais l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais avoir une vie normale. Une vie avec de l'amour, des rires, et oui, même une famille à moi. Un jour. Après l'obtention de mon diplôme, la vie semblait se mettre en place comme les pièces d'un puzzle. J'ai trouvé un emploi au service des impôts locaux et Michael a commencé à travailler comme chauffeur de camion longue distance. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne pose la question sur un fond de crête dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'étais aux anges, mais il y avait une chose que je devais clarifier. Oui. Michael. Mais je ne peux pas quitter mon père. Il a besoin de moi. Le visage de Michael s'éclaira d'un large sourire. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Nous vivrons tous ensemble. L'appartement de ton père est assez grand pour nous 3, non, le mariage était petit mais magnifique. Papa a insisté pour se déplacer en fauteuil roulant le long de l'allée pour m'offrir le mariage. Il n'y avait pas un œil sec dans la maison. Alors que je me tenais là, main dans la main avec Michael, j'avais l'impression de vivre un conte de fées. Mais chaque conte de fées assez méchant, et le mien se présentait sous la forme de ma belle-mère, Karen, et de ma belle-sœur, Émilie. Dès que je les ai rencontrées, j'ai su qu'elles ne m'approuvaient pas. Votre père est donc handicapé ? Avait demandé Karen lors de notre première rencontre,
son nez se fronçant comme si elle avait senti quelque chose de désagréable. Et elle est handicapée, ai-je corrigé? En essayant de garder un ton neutre. Mais il travaille comme éditeur, Anne. Comme c'est gentil, interrompit-elle, visiblement peu intéressée. Michael, chérie, es-tu sûre de toi? Il y a tellement de filles gentilles de bonne famille. J'ai senti mon visage brûler de colère et de honte. Michael, béni soit-il, a immédiatement pris ma défense. Maman, Chloé vient d'une bonne famille. Le handicap de son père n'y change rien. Je l'aime et c'est tout ce qui compte. Cela a fait taire Karen, mais je pouvais voir la désapprobation persister dans ses yeux. Emily, suivant l'exemple de sa mère, s'est montrée tout aussi froide à mon égard. Après le mariage, fidèle à sa parole, Michael a emménagé avec papa et moi. Notre vie s'est installée dans une routine confortable. J'allais travailler au bureau des impôts, Michael était sur la route pendant plusieurs jours, et lorsqu'il rentrait, nous dînions tous ensemble. Mais chaque fois que Karen et Emily venaient nous rendre visite, l'atmosphère de notre maison changeait. Elles se pavanaient comme si l'endroit leur appartenait, reconnaissant à peine la présence de papa. Une fois, j'ai entendu Karen marmonner à Emily. C'est une honte. Michael aurait pu faire tellement mieux. Maintenant, il est coincé avec cette fille et son père infirme. Et s'ils ont des enfants? Vous imaginez les gènes? J'étais furieuse, mais je me suis tue. Pour le bien de Michael, j'ai essayé de maintenir la paix. Mais c'était de plus en plus difficile. Un soir, après une visite particulièrement tendue de Karen et Emily, j'ai fondu en larmes. Michael m'a trouvée dans notre chambre, en train de sangloter. Dit-il en me prenant dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère et ta sœur, dis-je en hoquetant. Elle me déteste. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi à cause de papa. Le visage de Michael se durcit. C'est ridicule. Toi et ton père, vous êtes ma famille maintenant. S'ils ne peuvent pas l'accepter, c'est leur problème, pas le nôtre. Ces paroles me réconfortèrent, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce n'était que le début de nos problèmes avec Karen et Emily. Au fil des mois, l'entreprise de camionnage de Michael a commencé à prospérer. Et elle était toujours sur la route, sillonnant le pays dans son gros camion. Il me manquait terriblement quand il n'était pas là, mais je m'investissais dans mon travail au bureau des impôts et je passais mes soirées à tenir compagnie à papa. Un soir, alors que j'aidais mon père à se coucher, Michael m'a appelé. Sa voix crépitait d'excitation au téléphone. Chloé, j'ai réfléchi, dit-il. Que dirais-tu d'acheter une maison de ville? Ce serait plus facile pour ton père de se déplacer en fauteuil roulant. Il pourrait passer plus de temps à l'extérieur. En plus, tu pourrais avoir un jardin. De quoi t'occuper quand je suis sur la route. Plus il parlait, plus l'idée me plaisait. J'ai jeté un coup d'œil à papa, qui faisait semblant de ne pas écouter. Qu'en penses-tu, papa? Ai-je demandé en mettant le téléphone sur haut-parleur. Les yeux de papa se sont illuminés. Un jardin, ce serait bien, admis-il. Ce serait plus facile de sortir. Voilà qui est fait. A eu cours des semaines suivantes, nous nous sommes lancés dans la recherche d'une maison. Nous avons finalement trouvé l'endroit idéal, une maison de ville spacieuse avec de larges portes, une douche roulante pour papa et un magnifique jardin. Prendre un prêt hypothécaire était effrayant, mais en tenant compte des revenus de Michael et du loyer de l'ancien appartement de papa, nous avons réussi à faire en sorte que cela fonctionne. Nous avons emménagé un samedi ensoleillé de printemps et je n'oublierai jamais l'expression du visage de papa lorsqu'il s'est déplacé sur notre nouveau patio. C'est parfait, ma chérie, a-t-il dit, les yeux embués. Je vous remercie. Nous avons passé les mois suivants à nous installer, à nous approprier les lieux. J'ai planté un petit potager et papa restait assis dehors pendant des heures, profitant du soleil et de l'air frais. C'était idyllique. Puis vint la pendaison de crémaillère. Nous avons invité des amis, des collègues et, bien sûr, Karen et Emily.
La fête battait son plein lorsqu'elles sont arrivées, en retard comme d'habitude. Elles sont entrées en flânant, regardant tout avec une envie à peine dissimulée. Au fur et à mesure que nous avancions dans la maison, je pouvais voir les rouages tourner dans la tête de Karen. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre principale, elle s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. Tu sais, Chloé, dit-elle, la voix basse. Ce serait parfait pour Michael et moi. Pourquoi n'envoies-tu pas ton père dans une maison de retraite? Je pourrais alors emménager ici. J'avais l'impression d'avoir été giflée. Excusez-moi? Oh, n'ayez pas l'air si choqué, continua Karen. Ton père n'est plus, enfin. Il n'est plus une personne à part entière, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de tout ce luxe. Une maison de retraite suffirait amplement pour quelqu'un dans son état. Avant que je puisse répondre, Karen s'est dirigée vers le patio où papa discutait avec des invités. À ma grande horreur, elle a saisi les poignées de son fauteuil roulant et a commencé à le pousser vers l'allée. Karen, ai-je crié en courant après elle. Qu'est-ce que tu fais? S'il ne veut pas aller dans une maison de retraite, il peut rester dehors, a-t-elle ricané. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'il reste dehors, je tremblais de rage et d'incrédulité. Heureusement, Michael avait entendu le vacarme et accouru. Son visage est devenu rouge de colère lorsqu'il a vu ce que sa mère était en train de faire. Maman, a-t-il hurlé. Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche la chaise de Marc tout de suite. Karen est choquée par le ton de Michael. Mais chérie, j'étais juste. Je ne veux pas l'entendre. Michael lui coupa la parole. Toi et Emily devez partir. Maintenant. Après leur départ, Michael s'est excusé auprès de papa et moi. Je suis vraiment désolé, dit-il, la voix brisée. Je n'avais aucune idée qu'elle le ferait. Je suis vraiment désolé. Papa s'est approché et a tapoté la main de Michael. Ce n'est pas ta faute, mon fils. Certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Après l'incident de la pendaison de crémaillère, la vie reprit son cours. Karen et Emily gardèrent leur distance, ce qui me convenait parfaitement. Michael s'est donné à fond dans son travail, prenant de plus en plus d'itinéraires long courriers pour nous aider à couvrir notre nouvelle hypothèque. Je partageais mon temps entre mon travail au bureau des impôts et l'entretien de notre maison et de notre père. 2 ans ont passé en un clin d'œil. Notre vie s'est installée dans une routine confortable. Michael était souvent sur la route, mais lorsqu'il était à la maison, notre petite famille était heureuse. Et la santé de papa était stable et il semblait satisfait de passer ses journées dans le jardin ou de travailler à son édition depuis la maison. C'est alors qu'est arrivé l'appel qui a bouleversé mon univers. J'étais au travail lorsque mon téléphone a sonné. Une voix masculine inconnue m'a accueilli. Madame Thompson? C'est l'officier Rod Rega de la patrouille routière. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac. Oui, ai-je réussi à dire. Je suis désolé de vous informer que votre mari, Michael Thompson, a été victime d'un grave accident. Le reste de la conversation est resté flou. Des mots comme collision frontale et n'a pas survécu flottaient autour de moi, mais je n'arrivais pas à les assimiler. Ce n'est que lorsque je me suis entendu remercier le policier et raccrocher que la réalité a commencé à s'imposer. Michael n'était plus là. Et la semaine suivante a été marquée par le chagrin et l'incrédulité. J'ai organisé les funérailles comme un robot. À peine capable de comprendre ce qui se passait. Et la veille de l'enterrement, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé Karen. Je pensais qu'elle méritait d'apprendre la mort de son fils de ma bouche, et non par le biais d'une notice nécrologique impersonnelle. Bonjour. C'est la voix tranchante de Karen qui m'a répondu. Karen, c'est Chloé, dis-je, la voix tremblante. C'est à propos de Michael. Il est parti. Et il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, à mon grand choc, la voix de Karen est revenue, dégoulinante de venin. C'est ta faute, a-t-elle sifflé. Tu l'as forcé à travailler si dur, à conduire ce camion, pour payer ta belle maison. Tu as tué mon fils. J'étais abasourdi. Karen, ce n'est pas ça.
Arrêtez, dit-elle en claquant des doigts. J'attends de vous que vous lui fassiez les meilleures funérailles que l'argent puisse acheter. Mais n'attends pas un centime de nous. Vous avez fait votre lit. Maintenant couchez-vous dedans. La ligne s'est coupée. Je suis resté là, le téléphone à la main, les larmes aux yeux. Comment a-t-elle pu être aussi cruelle? Comment pouvait-elle me reprocher cela? Le jour de l'enterrement de Michael s'est levé gris et bruneux, ce qui correspondait parfaitement à mon humeur. L'église était bondée. Michael était très apprécié dans la communauté, et il semblait que la moitié de la ville s'était déplacée pour lui rendre hommage. Après le service, alors que les gens passaient pour présenter leurs condoléances, j'ai été frappé par l'absence de la mère et de la sœur de Michael. Elles n'avaient même pas pris la peine de venir à l'enterrement de leur fils et de leur frère. Mon père m'a tendu la main et l'a serrée. Ils sont perdus, ma chérie. Nous sommes une famille et nous traverserons cette épreuve ensemble. Lorsque nous nous sommes garés dans notre allée, quelque chose nous a semblé anormal. Les lumières étaient allumées dans la maison. Ce qui était étrange, car j'étais sûr d'avoir tout éteint avant de partir. Tu as laissé des lumières allumées, papa? Demandai-je en fronçant les sourcils. Il a secoué la tête. Non, je ne crois pas. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de la maison. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Nous étions en train d'être cambriolés, le jour de l'enterrement de Michael, qui plus est. J'ai aidé papa à sortir de la voiture et à s'installer dans son fauteuil roulant, l'esprit en ébullition. Devrais-je appeler la police? Mais alors que nous nous approchions de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix familières à l'intérieur. Mon sang s'est glacé lorsque je les ai reconnus. J'ai poussé la porte pour trouver Karen et Emily dans notre salon, entourés de cartons et de meubles. Qu'est-ce qui se passe ici? Demandai-je, oubliant momentanément mon chagrin face à cette intrusion scandaleuse. Karen se tourna vers moi. Le visage empreint d'une fausse sympathie. Oh, Chloé, ma chère. Nous t'aidons simplement à faire tes valises. Après tout, tu ne peux pas te permettre de garder cet endroit maintenant que Michael est parti. Je suis restée sans voix. Emily est intervenue, avec une voix d'une douceur écœurante. Ne t'inquiète pas, tu peux retourner dans l'appartement de ton père. C'est confortable. Je sentais la rage monter en moi. Sors, dis-je, d'une voix grave et dangereuse. Sors de chez moi tout de suite. Karen a eu l'audace de paraître offensée. Cette maison nous appartient maintenant. Tous les biens de Michael nous appartiennent. Nous sommes sa vraie famille, après tout. C'est bien vrai. J'ai explosé. Où étiez-vous aujourd'hui? À ses funérailles? Oh, c'est vrai. Tu n'as pas pris la peine de venir. Karen a fait un geste dédaigneux de la main. Nous étions occupés à prendre des dispositions. Maintenant? Soyez une bonne fille et commencez à faire vos valises. On se retrouve demain dehors. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces femmes n'avaient pas versé une larme pour Michael, n'avaient même pas assisté à ses funérailles, et maintenant elles essayaient de nous expulser de notre maison. J'appelle la police, dis-je en sortant mon téléphone. Karen et Emily échangent des regards inquiets. Elles ne s'attendaient manifestement pas à ce que je me défende. Maintenant, Chloé, commença Karen, mais je lui coupai la parole. Non. Tu as exactement 5 minutes pour sortir de chez moi avant que j'appelle les flics. C'est ma maison. Michael et moi l'avons achetée ensemble. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Peut-être était-ce l'acier dans ma voix, ou le feu dans mes yeux, mais Karen et Emily semblaient enfin réaliser qu'elles étaient allées trop loin. Elles ont rassemblé leurs affaires et sont parties. Mais pas avant que Karen ne se tourne vers moi avec un sourire narquois. Ce n'est pas fini, Chloé. Tu auras des nouvelles de nos avocats. Les jours qui suivirent l'enterrement de Michael furent un mélange de chagrin, d'anxiété et de paperasserie. Je me suis lancé dans le règlement des affaires de Michael, d'une part pour m'occuper et d'autre part par crainte que Karen et Emily n'essaient de s'emparer de ce qui n'était pas à elles.
Une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocat local. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai répondu, craignant que Karen ne mette à exécution son projet d'action en justice. Madame Thompson, une voix nette et professionnelle m'a demandé. Ici James Anderson, du cabinet Anderson & Partners. Je vous appelle au sujet du testament de votre défunt mari. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Son testament? Je ne savais pas qu'il en avait un. Oui. Madame. Monsieur Thompson est venu nous voir il y a environ 6 mois. Il nous a demandé de vous contacter au cas où il décéderait. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain, l'esprit en ébullition. Pourquoi Michael ne m'en avait-il pas parlé? Le lendemain matin, je conduisis papa dans le bureau de monsieur Anderson. L'avocat nous a accueillis chaleureusement, ses yeux bienveillants se plissant au coin des lèvres. Madame Thompson, monsieur Smith, merci d'être venu, dit-il en nous faisant signe de nous installer près de son bureau. Je vous présente mes condoléances. Monsieur Anderson ouvre un dossier sur son bureau. Comme je vous l'ai dit au téléphone, votre mari est venu nous voir pour rédiger son testament. Il a été très clair sur ses souhaits. J'ai retenu mon souffle lorsque monsieur Anderson a commencé à lire. Moi, Michael Thompson, saint d'esprit, lègue par la présente tous mes biens à ma femme bien-aimée. Chloé Thompson. J'ai sursauté. La poigne de mon père s'est resserrée sur ma main. M. Anderson a poursuivi en disant que cela comprenait notre maison, mon camion et toutes nos économies. Je souhaite que Chloé utilise ses ressources pour s'occuper d'elle-même et de son père, Mark Smith, que j'ai appris à aimer comme si c'était le mien. Les larmes coulaient sur mon visage. Même d'outre-tombe, Michael prenait soin de nous. Ce n'est pas tout, dit doucement monsieur Anderson. Monsieur Thompson a laissé une lettre pour vous. Il me tendit une enveloppe. Les mains tremblantes, je l'ouvris et commençai à lire. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Je suis tellement désolée de vous avoir quitté, toi et Marc. Sachez que vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai fait ce testament parce que je sais comment ma mère et ma sœur peuvent être. Je ne voulais pas t'inquiéter. Mais je devais m'assurer que Marc et toi étiez protégés s'il m'arrivait quelque chose. Vous êtes ma vraie famille, Chloé. Toi et Marc. Pas eux. Prenez soin l'un de l'autre. Vivez pleinement votre vie. Sachez que je veillerai toujours sur vous. Tout mon amour, Michael. J'ai serré la lettre contre ma poitrine en sanglotant. Papa pleurait aussi, sa main usée me tapotait le bras. Monsieur Anderson nous a laissé un moment avant de reprendre la parole. Madame Thompson, il y a encore une chose. Le camion de votre mari était assuré. Étant donné les circonstances de l'accident, la compagnie d'assurance paiera la valeur totale de la police. J'ai levé les yeux au ciel en reniflant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dit monsieur Anderson avec un petit sourire, que vous allez recevoir une somme substantielle. Suffisamment pour rembourser votre hypothèque, et même plus. En quittant le bureau de l'avocat. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules. Nous allions nous en sortir. Michael s'en était assuré. Alors que nous nous engagions dans notre allée, j'ai remarqué une voiture familière garée dans la rue. Mon cœur a sombré lorsque j'ai reconnu la voiture élégante de Karen. Oh non, murmurai-je. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien sûr, Karen et Emily attendaient sous notre porche. Mais cette fois, je n'avais pas peur. J'avais la lettre de Michael dans ma poche et la force de son amour dans mon cœur. Chloé, commença Karen alors que nous nous approchions, sa voix maladivement douce. Nous devons parler de la succession de Michael. Je me suis redressée, la regardant droit dans les yeux. Non, Karen, nous ne devons pas. Michael m'a tout légué. Tout est légal et officiel. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que nous étions sa vraie famille. Pas vous. Maintenant, partez s'il vous plaît. Vous êtes en train de violer ma propriété. Pour une fois. Karen resta sans voix. Emily lui tira le bras en chuchotant avec insistance.
Avec un dernier regard venimeux, elles montèrent dans leur voiture et s'en allèrent. Les semaines qui suivirent notre rencontre avec l'avocat furent un tourbillon d'activités. Je me lançai dans le règlement des affaires de Michael, reconnaissante de pouvoir ainsi me distraire de mon chagrin. L'indemnité d'assurance a été versée, comme l'avait dit monsieur Anderson, elle a été suffisante pour rembourser notre prêt hypothécaire et il en restait beaucoup. Un après-midi, alors que je fouillais dans le bureau de Michael, je suis tombée sur un petit carnet de courrier. Curieuse, je l'ai ouvert et j'ai trouvé des pages remplies de ces gribouillis désordonnés. C'était une sorte de journal, rempli de ses pensées et de ses projets pour notre avenir. Et elle envisageait de créer un fonds d'études pour nos futurs enfants. Comme l'indique l'une des pages. Je veux m'assurer qu'ils auront le meilleur départ possible dans la vie. Mon cœur s'est serré. Nous avions parlé d'avoir des enfants un jour, mais avions décidé d'attendre d'être plus stables financièrement. Maintenant, en lisant les espoirs et les rêves privés de Michael, j'ai senti une nouvelle vague de chagrin m'envahir. Oh, Michael, ai-je murmuré en serrant le carnet contre ma poitrine. Nous avions tant de projets. Cette nuit-là, je me suis retournée dans tous les sens, incapable de dormir. Mon esprit ne cessait de dériver vers le journal, vers l'avenir que nous n'aurions jamais. Quand j'ai fini par m'endormir, j'ai rêvé de Michael. Il souriait et me tendait la main. Tout va bien, Chloé, m'a-t-il dit dans mon rêve. Tout va bien se passer. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment différent. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose avait changé. Alors que je me préparais pour le travail, une vague de nausées m'a frappée. J'ai à peine réussi à me rendre aux toilettes à temps. Mais au fil des jours, les nausées matinales ont persisté. Au début, j'ai mis cela sur le compte du stress et du chagrin. Mais une petite voix au fond de mon esprit me soufflait une autre possibilité. Finalement, au bout d'une semaine, je me suis retrouvée dans l'allée de la pharmacie, à regarder les tests de grossesse. Les mains tremblantes, j'en ai acheté un et je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Les 3 minutes pendant lesquelles j'ai attendu le résultat ont été les plus longues de ma vie. Lorsque j'ai enfin regardé le test, j'ai vu 2 lignes bleu clair. Je me suis effondrée sur le sol de la salle de bain, submergée par un mélange d'émotions. La joie, la peur, le chagrin, l'espoir, tout se mélangeait dans un cocktail étourdissant. Chloé? La voix de papa a franchi la porte. Tout va bien là-dedans? J'ai ouvert la porte. Des larmes coulant sur mon visage. L'expression de mon père est immédiatement passée de l'inquiétude à l'alarme. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie, demanda-t-il. J'ai brandi le test, la main tremblante. Je suis enceinte, papa. Je suis tombée dans ses bras en sanglotant. Il m'a prise dans ses bras, me caressant les cheveux comme il le faisait quand j'étais petite. Ça va aller, a-t-il murmuré. Tout va bien se passer. Tu n'es pas seule, Chloé. Ce bébé est un cadeau. Un morceau de Michael qui continuera à vivre. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Ce bébé était une partie de Michael, une continuation de notre amour. Soudain, la peur a commencé à reculer, remplacée par une détermination farouche. Tu as raison, dis-je en m'essuyant les yeux. Ce bébé est un cadeau. Et nous allons nous en sortir. Papa a souri, ses yeux se sont plissés au coin. C'est bien ma fille. Maintenant, allons te chercher quelque chose à manger. Tu manges pour 2 maintenant? Après tout. Alors que nous nous dirigions vers la cuisine, j'ai senti un sentiment d'espoir fleurir dans ma poitrine. Oui, le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Mais avec mon père à mes côtés et l'enfant de Michael qui grandissait en moi, je savais que nous pouvions tout affronter. Au fur et à mesure que mon ventre grandissait avec notre enfant, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Papa était mon roc, toujours là avec un mot gentil ou une main secourable. Nous nous sommes installés dans une nouvelle routine, juste tous les deux, anticipant avec impatience l'arrivée du nouveau membre de notre petite famille. Un après-midi ensoleillé, alors que je m'occupais du jardin que papa et moi avions planté ensemble, j'ai entendu une voiture s'arrêter.
Mon cœur s'est serré lorsque j'ai reconnu la berline de Karen. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir encore? Je me suis dirigée vers l'avant de la maison. Une main prenant instinctivement mon ventre gonflé. Karen et Émilie se tenaient sous notre porche, l'air mal à l'aise et légèrement désespéré. Chloé, commença Karen, sa voix manquant de sa netteté habituelle. Il faut qu'on te parle. J'ai haussé un sourcil mais n'ai rien dit, attendant qu'elle continue. Émilie lui emboîte le pas, ses yeux se promenant nerveusement autour d'elle. Nous traversons une période difficile. Nous nous demandions si nous pouvions rester dans l'ancien appartement de ton père. Jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après tout ce qu'ils nous avaient fait subir, ils avaient l'audace d'en demander plus. Je suis désolée, dis-je, d'une voix ferme mais calme. Ce n'est pas possible. Je ne veux plus communiquer avec vous. Les yeux de Karen se sont rétrécis en tombant sur mon ventre de femme enceinte. Son visage se contorsionne avec un mélange de choc et de dégoût. Tu es enceinte, crache-t-elle. Déjà? Petite prostituée. Je n'arrive pas à croire que tu aies déjà trouvé un nouvel homme. Le corps de Michael n'est même pas encore froid dans le sol. J'ai ressenti un élan de colère, mais je l'ai refoulé. Je ne me suis pas excusée en disant que c'était l'enfant de Michael. Je ne voulais pas que mon bébé ait une telle grand-mère et une telle tante. A eu lieu de cela, j'ai souri, un petit sourire secret qui a semblé énerver Karen encore plus. Ma vie privée ne vous concerne pas, dis-je calmement. Maintenant, je pense qu'il est temps pour vous de partir. Karen semblait vouloir en dire plus, mais quelque chose dans mon expression a dû l'arrêter. Elle a tourné les talons en attrapant le bras d'Émilie. Je les ai regardés partir en voiture et j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. J'avais tenu bon, j'avais protégé ma famille et j'avais gardé ma dignité. Michael aurait été fier.